c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. On n'était pas nombreux à tenter d'éviter de se surexposer sur une forme de volatilité extrême de marché. Et il semblerait que on n'ait pas eu complètement tort, puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu des réintégrations, des choses positives. On attendra donc des clôtures de bougies. Je vous donnerai mes principales clôtures de bougies que j'attends notamment sur les indices et sur Bitcoin dans les prochaines semaines, et pourquoi pas la clôture de ce mois en mensuel pour avoir des premiers indicateurs positifs. Actuellement, les signaux court terme restent également positifs. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir mettre ce violent mouvement de l'autre côté de notre épaule? Je ne pense pas. Je serai encore patient et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation, ici dans cet onglet. Stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Moi, j'utilise depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés traditionnels ou les cryptoactifs, et m'offre d'excellents résultats, et elle prend tout son sens, jour après jour, et encore aujourd'hui, toujours possible de pouvoir la télécharger gratuitement, s'en imprégner, et pourquoi pas l'utiliser à votre tour. On va parler Bitcoin très rapidement. Bon, une jolie réintégration par rapport à ce canal descendant, ici en daily, ce sont des choses qui sont positives. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la baisse est écartée? Est-ce que l'accélération baissière est dite effacée? Non, pour l'instant, on y est encore. D'ailleurs, on peut partir sur Ethereum, qui est en train de se faire malmener actuellement. Moi, j'ai deux indicateurs que je regarde énormément. Un, la dominance, qui semble en fait plutôt bien représenter cette fractale que nous avions positionnée il y a plusieurs mois, peut-être années en arrière, pour aller chercher à peu près les 60% de dominance sur Bitcoin, avant de démarrer cette rotation des capitaux vers nos altcoins, notamment préférés. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais vous montrer un signal que personne ne voit, que personne ne regarde, que potentiellement personne n'a vu, et que j'ai repéré sur chaque cycle de Bitcoin avec l'ensemble du crypto-marché, notamment lié à la capitalisation de l'USDT, ou la capitalisation des stablecoins. Restez bien avec moi, pas durer très longtemps cette vidéo, en tout cas je vais essayer d'aller vraiment aux principaux éléments que j'avais envie de vous témoigner, et on finira là-dessus, j'espère que ça vous plaira. Donc dominance de Bitcoin, aux alentours des 62%, qui devrait probablement continuer à décrocher vis-à-vis de la dominance Ethereum-Bitcoin, qui est franchement pas optimale actuellement. Donc si aujourd'hui il faut créer des arbitrages entre Ethereum et Bitcoin, vous pouvez le faire en anticipation d'une forme de déviation, en jouant ou en surjouant une réintégration. Sinon, votre signal, il sera donc ici, si on vient à récupérer aux alentours des 20% de dominance Bitcoin-Ethereum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Bitcoin reste à ce niveau de prix actuellement, il faudra peut-être s'attendre à une augmentation du prix d'Ethereum aux alentours des 20-30% à peu près. C'est-à-dire que Ethereum devra également et fortement réintégrer son range, voire aller chercher des all-time high, et Bitcoin proche de sa zone de rechargement de vente, si vous voulez, pour créer une forme de dominance ou de surdominance par rapport d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Actuellement, c'est pas encore le cas. Mais on l'avait dit, on sait, cette rotation cyclique, on l'a généralement en fin d'année 2024. Donc je le répète régulièrement dans les vidéos des rois du Bitcoin, ça semble finalement se conforter. Pour l'instant, je n'ai pas tous les éléments en ma possession, donc on verra bien s'il y a vraiment ces breakouts haussiers. Mais je vais rester focus sur cette fractalité et sur cette temporalisation. Ça, c'est du côté un petit peu technique si vous voulez, si on doit faire des très grandes time frames. Côté Bitcoin, on va regarder en hebdomadaire. On va essayer de nettoyer un peu la charge, j'essaie de la garder la plus propre possible. Pour l'instant, on est en train d'observer cette réintégration au niveau de ce canal. Donc c'est formidable. On va peut-être même se payer le luxe le dimanche soir de se taper un hammer. Donc ce serait franchement sympa d'avoir une magnifique bougie hammer. Faites attention, les mèches sont menées à être retestées ou peut-être à être capturées, à être mangées. Mais on l'avait bien dit ensemble que ce premier arrêt finirait très probablement par être testé. Ça a été catalysé. J'aurais préféré qu'il ne soit pas catalysé par des événements ou des éléments externes. On ne peut pas non plus tout avoir. Dès lors, est-ce qu'on peut considérer ça uniquement comme une forme de prise de liquidité? Pas nécessairement, parce qu'encore une fois, elle a été catalysée. Mais si on doit omettre toute la partie volatilité de court terme ou de moyen terme, et de se dire, j'ai ma zone, donc j'agis. Vous avez parfaitement le droit d'agir. Moi, personnellement, je vais agir en omettant toutes les informations que j'ai, ou en essayant en tout cas de mettre sous le tapis beaucoup d'informations qui viendraient à renforcer ou à déstabiliser des billets que j'ai pris en prenant des plays, notamment sur Ethereum. Vous le savez, on a un trade actuellement sur Ethereum, notamment sur BitGet. On l'avait pris aux alentours des, je ne sais plus combien, 2800 à peu près de là, et j'en ai un autre que j'ai positionné, donc je ne l'ai pas pris, je vous avais dit que j'attendais un petit peu, et je vais le prendre par rapport à cette petite capture de liquidité, parce que j'ai vu sur les order flow qu'il y avait encore un peu de place pour aller chercher sous
les 2100 $ à peu près sur Ether. Je peux me gourer, je dis pas du tout le contraire, ou je peux complètement me faire exploser. À ce moment-là, j'en aurai un troisième que j'ai d'ores et déjà positionné sur les 1750 $. Et on avait décidé de construire ce long ensemble. Donc maintenant, c'est positionné, ça ne m'appartient plus, et je regarderai si on vient chercher cette position-là, ou si Ethereum décide d'aller un petit peu plus bas pour régler la liquidité, puisque vous avez une information qui vient éventuellement égayer cette possibilité, notamment du côté de Jump Capital. Vous l'avez ici, Jump Crypto transfère des centaines de millions de dollars d'Ethereum et du SDT, peut-être pour les vendre sur les échangeurs. En somme, ils ont unlocké, ils ont dévesté, ils ont enlevé du staking beaucoup de leur Ethereum qu'ils utilisaient depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Bon, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est pour les vendre, soit c'est pour les arbitrer. En somme, je vais vendre tous mes Ethereum pour acheter du Solana et vivre Solana to the moon. Je vous le dis en toute franchise, les professionnels généralement ne font pas ça. Ils ne font pas à 100%. Ils peuvent prendre peut-être 3%, peut-être 5%, allez 10% si vraiment ils sont chauds sur une crypto en particulier, pour les arbitrer vers du Solana par exemple, ou des grosses capitalisations qui semblent être beaucoup mieux orientées, si vous voulez. Mais ils ne font pas ça avec 100%. Donc s'ils envoient 500 millions de dollars d'Ethereum sur les exchanges, généralement, c'est peut-être pour s'en débarrasser parce qu'ils ne sont plus pleinement satisfaits de la direction et du fondamental qui est en train de nous être exposé. Est-ce que ce sera aspiré par le marché? Oui. Est-ce que c'est une conséquence à une forme de volatilité plus importante du côté de Ethereum? Également. Donc c'est exactement ce qu'on tente de faire. Maintenant, on a les mêmes biais, on a les mêmes plays, on a les mêmes tractions, on a les mêmes représentations, notamment du côté Fibonacci ou des pararanges ou tout ce que vous voulez, ou des super trendlines si vous le souhaitez. Et on vient chercher tout simplement ces objectifs. Et sur ces objectifs, il faut agir. Donc je construis un long en fonction des objectifs techniques qui me sont proposés à un instant T. Maintenant, investir actuellement dans Ethereum, sur du très long terme, on commence potentiellement à re-rentrer, on tente de re-rentrer dans une zone de rechargement d'achat, ça peut être swing, ça peut être un investissement rationnel, puisqu'on re-rentre ici dans une phase discount et non pas premium. Encore faut-il être convaincu des fondamentaux d'Ethereum et de toutes les crypto-monnaies que, éventuellement, nous voulons observer ou détenir, tout simplement. Donc mon long, ok. Renforcer dans Ethereum, non. Pourquoi? Parce que moi j'ai des plays sur les 1280 $, donc je suis beaucoup trop éloigné par rapport à ma stratégie que j'utilise notamment. Ça, c'était la première chose du côté d'Ethereum, vous avez compris. D'ailleurs, parlant de BitGet, c'est important puisqu'on travaille avec BitGet. Jusqu'au 13 août, on va se faire enlever complètement du côté de Bybit. Donc on a travaillé ensemble avec Bybit en 2021 jusqu'en 2022, ça a très très bien fonctionné. Vos fonds ne sont pas en danger. Par contre, il va falloir tout transférer sur un autre échangeur. Je l'ai dit, si vous êtes plutôt trader, si vous avez l'habitude ou si vous avez l'obligation ou la tentation d'utiliser des contrats à terme et des dérivatifs, malheureusement, beaucoup des plateformes aujourd'hui ne le proposent pas. Donc ceux qui sont enregistrés, elles ne sont pas régulées, attention, elles sont enregistrées sur le sol français. Et régulées peut-être dans d'autres pays européens, soit dit en passant. Mais pas malheureusement disponibles pour les francophones ou pour les Français qui ont un KYC français, notamment en France et autre part. Donc difficile de pouvoir utiliser Binance, Swissborg, Bitpanda pour faire du margin, pour faire des contrats futurs, ou OKEx qui n'est plus malheureusement en France. Le seul qui reste, qui fait partie du top 4, c'est BitGet. Donc je vous invite éventuellement à transférer toute une partie de vos fonds de Bybit si vous voulez continuer à utiliser ce type de produits dérivatifs. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si vous n'utilisez pas les produits dérivatifs, mais vous avez quand même un compte chez Bybit, parce que vous aimez bien cette plateforme, et vous avez raison, je l'aime beaucoup aussi, elle est très similaire à Binance et très similaire à Bybit ou à BitGet, et malheureusement, tout notre spot va être liquidé. Ça veut dire qu'il va y avoir une forme de pression francophone le 13 août, ça se l'est ou non, mais il va falloir en fait enlever ces cryptos-là. Donc ce serait dommage de se voir liquider arbitrairement et de payer des frais injustement à Bybit, surtout si on doit récupérer des USDT pour après les transférer sur un autre truc pour refaire tous nos compléments d'achat. Donc je vous invite à le faire avant. Moi personnellement, je vais le faire dès le mois, dès ce week-end, pardon. Donc ce mois-ci, dès ce week-end, je transférerai tout sur BitGet. Donc l'intégralité de mon compte que j'ai actuellement, notamment sur la table des rois, je le mettrai sur BitGet. Et l'autre, la partie fiat, la partie cash que j'ai encore sur Bybit, je la switcherai, je l'arbitrerai sur des Ledger et sur Swissborg et sur d'autres échangeurs que j'utilise, notamment BitGet également. D'ailleurs, si vous souhaitez passer, vous pouvez le faire assez rapidement, puisqu'il y a des offres actuellement au niveau de BitGet, donc ça peut être intéressant. Je l'ai reçu par mail pour m'inviter à passer sur BitGet. Moi, j'y suis, mais comme je suis partenaire, je reçois aussi des informations, en tout cas, je l'ai demandé, sur un dépôt, 100 $, puis un premier trade, vous avez déjà 20 $ garantis en USDT, donc plutôt cool en termes de cashback. Et si vous voulez aller chercher de l'APR de 100%, vous avez, pendant ces jours, vous avez 20 $ supplémentaires. Sur les APR de 100%, ça reste de l'incitation. Faites attention, ça comporte toujours des risques, surtout sur des APR importants.
mettez une toute petite cote-part si vous voulez jouer les bonus. C'est toujours sympa d'aller jouer les bonus, mais ne mettez pas 100% de votre capital sur un APR de 100% sur 6 mois ou sur 3 mois parce que vous avez l'impression que c'est la crypto du moment, etc. Faites très attention à ça. J'ai loqué d'ailleurs sur Binance à l'époque, pendant 60 jours, pendant 120 jours, parce que ça nous proposait des APR garantis, si vous voulez. Mais oui, des APR garantis, déjà les garanties, c'est pendant une semaine, c'est pas pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Et on est passé parfois de 11% à 1,2 ou 2,5%, mais pour autant, vous ne pouvez pas décrocher, entre guillemets, vos tokens. Et si jamais vous décidez d'investir vos tokens, vous perdez l'intégralité des rendements, ce qui est plutôt dommage, soit dit en passant. Donc faites attention également à ça. Allez plutôt vers les validateurs, essayez de prendre en considération ces validateurs-là, ou travailler avec des entreprises qui travaillent déjà, elles, avec des validateurs, en leur proposant éventuellement une petite commission, en leur lâchant une commission. Je pense par exemple à Maillard qui propose ce type de choses, je pense bien évidemment à Swissborg qui travaille on-chain. Maillard travaille on-chain. Binance, etc. On ne sait pas trop comment ils bossent, si vous voulez. En tout cas, ils sont très chers, soit dit en passant. Faites attention aussi par rapport à ça. Donc très content moi de BitGet, je continue à l'utiliser, je ferai mon transfert dès ce week-end de Bybit à BitGet et je vous invite à en faire autant au risque de vous faire liquider toutes vos positions et ce serait vraiment dommage, vous francophones avec KYC français d'ici le 13 août et c'est très bientôt. Bon, on va parler de 3 news, des signaux positifs. Il y en a un que j'ai tweeté ici. Aujourd'hui, le vice-gouverneur de la Banque du Japon envoie un premier signal. La banque n'augmentera pas son taux directeur si les marchés financiers et les capitaux sont instables. On aurait vraiment pensé le contraire, mais c'est toujours mieux de l'entendre, ça permet en fait de créer moins d'incertitude. Faire l'inverse reviendrait à se rendre coupable. Vous savez, je dis souvent ça, coupable, responsable, personne ne sera responsable, personne ne sera coupable, ça ne viendra pas d'un individu, qu'elle soit nommée ou qu'elle soit élue. Personne ne prendra la responsabilité d'avoir à son effigie l'effondrement de l'ensemble des marchés financiers mondiaux. Donc ils imprimeront plus, ils vont arrêter dans le mauvais taux. C'est un premier signal que nous attendions. Et nous l'avons eu, c'est juste formidable et ça a eu comme réaction ou comme conclusion d'apaiser un petit peu les marchés. Le deuxième signal que nous avions, c'est celui-ci, par rapport à carry trade. Bon, d'après JP Morgan, et je vous le dis, ces gens-là n'ont aucune raison de mentir. Donc si vous pensez qu'il est en train de nous mentir parce que c'est pire que prévu, etc., si vous prenez exactement le carry trade, 75% des ordres, si vous voulez, ou des flux apparentés au carry trade ont été supprimés ou ont été effacés, c'est très probablement la réalité. Maintenant, on ne connaît pas les répliques vis-à-vis de cette situation-là. Si on reprend par exemple en mars 2023, vous avez bien compris que la faillite de Silicon Valley Bank a été induite par rapport à l'augmentation violente des taux d'intérêt sur des obligations à 30 ans ou à 20 ans, qui ont fortement dégringolé et qui finalement ont collapsé ces banques-là. Et on a appelé ça la première crypto-banque, etc., qui avait pris des risques, pas du tout par rapport à la crypto, c'était par rapport aux obligations américaines, aux bons du trésor américain, qui ont été tout simplement collapses. En un week-end, ça a été réglé. Mais si vous reprenez les premiers stupeurs vis-à-vis de cette situation-là, si vous prenez la crise bancaire, par exemple, du 2 mars 2023 ou 10 mars 2023, ça a été le gros du pot rose, ça a été plutôt le 10 mars, où il y a eu une forme d'accélération baissière. Vous avez eu aussi le 6 mars, vous avez eu aussi le 4 mars, la Chine, la grave crise financière des collectivités locales. Donc vous êtes dans un magma, et en fait, on n'est toujours pas sorti de ce magma de la crise financière, ou de la crise bancaire, ou de la crise de ce que vous voulez. Et effectivement, il y avait eu une décorrélation, ou en tout cas une forme de pression, notamment sur les indices, lors de cette période-là. Si vous venez en daily, lors du 10 mars, c'est à peu près ce qu'on peut éventuellement prétendre aujourd'hui, malgré l'amplitude du côté nippon, bien évidemment. Mais si vous venez le 10 mars 2023, donc on était très exactement ici, il y avait une forme d'augmentation. Je pourrais aller chercher le point maximum, ou très maximum par rapport à ce support, juste précédemment. Mais on avait commencé à partir du 2-3 mars à en parler. Vous voyez qu'on avait fait une magnifique remontée, puis une dégradation. Donc faites attention à ce type de choses. Moi, je n'ai pas tous mes signaux de réintégration ou mes invalidations. Et les invalidations, vous ne les avez pas en daily, vous ne les avez pas en 4 heures. Vous les avez en hebdomadaire. En hebdomadaire, c'était plutôt une bougie rouge lors de cette période-là. Est-ce qu'on va voir exactement les mêmes choses? Parce qu'on regarde nos crypto-monnaies préférées, c'est sympa. Ouais, mais actuellement, du côté des indices, c'est pas bullish encore. Si vous tracez votre Fibo, on va passer en 4 heures parce que c'est ce que j'attends personnellement. Si vous tracez votre petit Fibo, actuellement, par rapport à la réaction, on rentre dans une zone de rechargement d'achat très court terme. Je suis actuellement en 4 heures. Si vous venez du côté de Bitcoin, on n'y est pas encore. Moi, j'attends cette petite zone-là pour éventuellement me réexposer. Alors, je ne me réexposerai pas sur Bitcoin, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis franchement. Bitcoin sur les 52 000 $ ne m'intéresse pas. Bitcoin m'intéresse aux alentours des 42-44 000 $. Donc, je reprendrai des swings longues aux alentours des 42 à les 46 000 $ si je fais une fourchette un peu haute en fonction des informations que j'ai. Par contre, Ethereum, je le reprends. Pourquoi?
parce que je pense qu'il va surperformer Bitcoin et je construis un long sur Bitcoin, sur Ethereum. En revanche, sur Bitcoin, si ça me fait quelque chose comme ça et que j'ai finalement ma divergence avec une réactualisation et puis je joue l'accélération, oui, je le jouerai sur une petite time frame. On reprendra ce qu'on avait pris sur Bitget notamment. Et ça, je le joue parce que je suis devant. Mais ça ne m'intéresse pas de reprendre une position de swing ou d'investissement sur Bitcoin. Sur ces niveaux de prix, je pense que ça peut encore aller un peu plus bas. Mais je peux complètement me gourer. À ce moment-là, j'attendrai des invalidations. Si vous voulez des validations plutôt baissières, malheureusement, on ne les aura pas en hebdomadaire, on ne les aura pas en daily, on ne les aura pas en 4 heures, on les aura plutôt en mensuel. Et ça, c'est difficile. En somme, si vous voulez votre point noir, il sera ici en réalité. Vous allez le prendre juste là. Ici, si on vient clôturer en dessous des 5400 points, la bougie mensuelle du mois d'août sur le S&P 500, c'est baissier. Mon objectif, je vous le donne en 1000 et on va très probablement y aller 4800 points. Donc vous voyez que ça fera très probablement une forme de dégradation sur le mois de septembre sur les indices boursiers, que ce soit les valeurs technologiques, les valeurs traditionnelles, ou même les cryptoactifs. Tout sera plus ou moins corrélé à ce moment-là où on verra et on le contemplera, où on le constatera à ce moment-là. Donc je vous donne mon objectif. Si et seulement si on vient en fait sous les 5400 points. Donc j'ai mis 5400 points pour l'orienter, mais sinon exactement ça ferait 5424 points. Mais j'ai mis 5400 comme ça fait des prix ronds et c'est facile à s'en souvenir. Donc voilà, si vous voulez, un play par rapport à une pattern plutôt baissière pour aller chercher l'objectif plus bas. Et je parle même pas de récession. D'ailleurs, si vous voulez qu'on parle de récession, je trouvais ça sympa de le faire avec les académiciens. On est en train de potentiellement de prendre conscience de la récession. On n'est pas en train de la jouer, on n'est pas en train de la vivre, on n'est pas en train de la constater, on est en train de la prendre en considération. Prise de conscience. La jouer maintenant serait, à mon sens, une très grave erreur. Surtout qu'on n'a même pas, encore une fois, sur des timeframes en mensuel, ne serait-ce qu'une première validation d'une pattern de retournement. On est toujours sur une bougie de contrôle avec de la volatilité implicite. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai travaillé tout à l'heure avec les académiciens, je trouvais ça extrêmement sympa. Et je vais vous la présenter, parce qu'au fond, je pense que c'est clairement ce qu'il faut regarder. Je passe en mensuel, et on va regarder très très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les pires détails, mais on va rentrer très très rapidement par rapport à l'inflation, par rapport au mode de récession. J'ai repris en fait toujours la même chose, j'aime beaucoup ce poste-là par rapport à Kobe C. Later vis-à-vis d'une fractale qui représente, on en a pris une autre mardi, on en prend une nouvelle aujourd'hui. S'il y a 4 augmentations du taux de chômage aux États-Unis, systématiquement c'est tombé en récession et ce depuis 1950. Bon, à partir du principe qu'on a eu notre 4e augmentation du taux de chômage sur 4 indicateurs cumulatifs, donc consécutifs, est-ce qu'on va retourner en récession? C'est possible. Est-ce que nous sommes en récession? La réponse est non. Mais partons du principe qu'on y va en récession. Partez du principe que, ok, on va la jouer, la récession. Partez du principe que dans 3 mois, ou dans 6 mois, dans 3 quarters, ou dans un an, les États-Unis et l'Europe rentrent en récession. Ok, on la joue maintenant, ou on la joue un petit peu après? On la joue au moment où on la constate. Donc j'ai repris en fait à chaque fois où les États-Unis sont rentrés en récession. Et on va le faire ensemble, je le fais très rapidement. Nouveau all-time, je suis en mensuel, donc chaque bougie est égale à 1 mois. Récession, nouveau all-time high, on a le temps de sortir. Ça n'a pas été la Bérésina, c'est en 1950, le marché a perdu 14%. On continue ici, 1956, nouvelle récession, nouveau all-time high, et on a le temps de sortir de la récession, puisqu'on s'est même payé le luxe d'aller chercher une zone de rechargement de vente logique, et derrière on perd 21%. Bitcoiner, on s'en sortira. Nouvelle récession, juste ici, 59, derrière, on peut descendre, moins 14%, on s'en est remis. Derrière, vous avez exactement la même situation en 69, dans les années 70, rappelez-vous, et 73, par rapport à Nixon, vous vous rappelez de la crise du pétrole. Regardez ça. Au nouveau all-time high, derrière, on se paye le luxe de retourner sur une zone de 0,50. Ici, on se paye même le luxe, au niveau de la constatation de la récession, d'aller chercher une zone de rechargement de vente logique, encore une fois en mensuel, pour derrière perdre des sommes plus importantes, 35% et 50%, notamment, ou 40, voilà, 50% du côté de 73, avec la grave crise, notamment du pétrole et du pétrodollar. On l'a vu, on l'a constaté. C'est pas ici qu'on était en récession. C'était bien avant qu'on était en récession, qu'on a pu le constater par rapport à nos indicateurs actuellement. Il n'y a pas un seul indicateur qui dit qu'on est en récession. Exactement la même chose ici en 79. Pareil par rapport aux années Paul Walker de 1980. On se paye le luxe d'aller chercher une zone de rechargement de vente logique avec une troisième bande de range pour aller chercher une forme de déviation d'un ratio de 1 pour 1 par rapport à ce M-top en mensuel. Bon, 28%, on s'en remettra, mais on le constate, encore une fois. Et vous l'avez systématiquement. Si vous reprenez systématiquement les moments où on a constaté la récession, on était souvent très proche des plus hauts et on se paye même le luxe parfois de faire un nouveau plus haut avant de faire une dégradation pour aller épouser quoi? Une forme de moyenne mobile. Qu'est-ce qui se passe, en revanche, lors de dot-com ou lors de la crise de 2008? C'est catalysé.
catalysés par des excès. Je reprends par rapport aux indices technologiques des dot-com. Aujourd'hui, c'est 2 fois moins élevé par rapport aux indicateurs macro et microéconomiques interentreprises que nous avons sur les valeurs technologiques. En somme, si Apple, on devait la considérer, ou Nvidia, ou Microsoft, d'accord, on devait les considérer comme au plus haut sommet de la bulle des dot-com, elles seraient 2 fois plus capitalisées. Je vous fais le petit schéma très rapidement. 2 fois plus quasiment 2 fois plus capitalisées. Et là, on pourrait retrouver des indicateurs de société similaires à ce qu'on avait vu lors de la crise des dot-com. En somme, si on doit reproduire à peu près ce qu'on avait vécu dans les années 2000 par rapport à l'émergence de l'IA, voire les ruptures technologiques blockchain, on fait x2 et après on se crache. Voilà. C'est toujours la même chose. Donc si on reste ici, à peu près sur un ou un milieu de zone, si vous voulez, dans les années 98, parce que je pense qu'on est à peu près sur ces zones-là, si on prend l'IA, si on prend les ruptures technologiques, bon, bah, on perdrait 30%. Si on fait x2, bah, je suis d'accord, on perdrait très probablement 50% si on rentre en récession. Intéressant. Pareil en 2008, très catalysé. On s'était payé le luxe d'aller rechercher une moyenne mobile et une zone de 0,50 du précédent mouvement avec des structures en même top, encore une fois confirmées. On avait eu le signal à ce moment-là. On confirme la récession, 2008 à peu près, ou un petit peu avant, on pourrait même le prendre un petit peu avant, toujours les all-time high, et derrière on va chercher beaucoup plus bas. Mais on ne parlait pas de la récession. Ici en 2008, on avait fait ce travail-là ensemble, vous vous rappelez? On avait commencé à parler de la récession en 2006. Donc si on prend exactement la même fractale, au niveau de 2006, où on rentre dans une récession, on le bassine depuis 2018, en passant, 2024, 2006, 2008, 2026. Voilà. Nouveau all-time high, et puis on ira chercher la récession, et pourquoi pas le dégonflement des bulles si elle se serait amplifiée au niveau des excès d'ici là. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça, je pensais que c'était quand même important de le reprendre ensemble. Pareil pour le crack Covid, un nouveau all-time high, récession, bah oui, un nouveau plus haut, bam, on va chercher tout le monde, et on repart to the moon avec l'impression monétaire comme on a pu le connaître, et ce sera très probablement pas différent aujourd'hui. Dès lors, si on doit se prendre une récession et la constater, on la constatera pas aujourd'hui, puisqu'il faut bien évidemment avoir des indicateurs techniques au moins 2 trimestres consécutifs en baisse. Je veux dire, septembre, c'est très compliqué, et fin d'année, en fait, c'est désastreux. En fait, on se paye une année 2024, fin d'année 2024, désastreuse. Bon, bah, je vous donne à peu près en 1000, où est-ce qu'on devrait se retrouver si on se paye une mauvaise année 2024 ou fin d'année 2024? Bon, bah, on fait quoi? Moins 25 à peu près. Moins 25%, moins 30%, zone de rechargement d'achat, conservation de moyenne mobile. Bitcoin, il serait aux alentours des peut-être 41 000 $, peut-être 40 000 $. Alors, si vraiment c'est très compliqué pour Bitcoin, il sera en dessous des 40 000 $. Et puis après, on relancera la planche à billets. Puisqu'on aura commencé à baisser les taux, et on aura augmenté la baisse des taux, jusqu'à peut-être 3% pour décembre, et puis ce sera une formidable occasion de pouvoir se réexposer si actuellement nous avons du cash. Donc moi je suis en train d'ores et déjà de me réexposer sur mes cryptos préférés, ou des cryptos que je voulais observer sur ces niveaux de valorisation. On peut parler de Tao par exemple, qui d'ailleurs va être listé auprès de Grayscale, même s'il n'a pas de bonne presse aujourd'hui. Tao va être listé auprès de Grayscale, c'est une très bonne nouvelle, pour pouvoir avoir un axe plutôt institutionnel sur des cryptos qui brillent, hein, si vous voulez. Donc je trouve ça plutôt positif. Voilà. J'avais vraiment envie de vous montrer ça. C'est pas d'être trop pressé, mais évitons d'avoir raison trop tôt alors qu'on n'a pas encore n'importe quelle validation. Je vous le dis en toute franchise, si on clôture le mois d'août, comme je le pense personnellement, aux alentours des 63 64 000 $ pour Bitcoin, et qu'on clôture en fait au-dessus des 5400 points, ça invalide tous les billets bear en fait, tout simplement. Hein. Et puis on peut repartir to the moon, comme ce qui s'était passé, si on a pris la totalité de nos informations qui nous arrivent depuis quelques jours maintenant, donc on peut parler même de quelques heures, si on fait un reflet par rapport à ce qui s'était passé en mars 2023, pardon, bah c'est ça en fait qui pourrait nous attendre, donc accrochez-vous. Alors actuellement, je n'ai pas les confirmations, hein, d'accord? Mais regardez hein, ce qui s'était passé en 2 semaines. Crise bancaire, chute de Silicon Valley Bank, tout le monde à plat, derrière Bitcoin, ça part et enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé, quoi. Et c'est pour ça que je vous disais il y a encore quelques jours en arrière, avant qu'on se prenne une petite tarte derrière la tronche, qu'on peut se retrouver à 90 000 $ en one shot. Parce qu'éventuellement, ce qu'on va peut-être observer, peut-être dans pas très très longtemps. Alors est-ce que je le joue? Non, je le joue pas, j'ai aucune confirmation. Malheureusement, je ne fais que ce type de choses, les constater. Mais je me réintéresse actuellement à Ethereum et non pas à Bitcoin, parce qu'actuellement, les actions de prix ne m'intéressent pas actuellement sur Bitcoin, sur ces niveaux de prix. Mais c'est un très bon swing, premier arrêt, c'est ce qu'on attendait. Je l'avais dit d'ailleurs qu'on devrait finalement finir par y retourner sur ce premier arrêt. Maintenant que je l'ai, je ne vais pas cracher dessus, j'ai envie de vous le dire, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Mais tu avais dit que ça allait plus haut. Oui, mais je ne connais pas l'avenir. Moi, je jouais la hausse par rapport à un trade à break-even. Je gagnais de l'argent. Mais je dis, j'avais plus de liquidité à aller chercher 73 000 $. Après, je ne fais pas la poule et le bouton, et c'est pas moi qui décide de déboucler les carry trades du jour au lendemain. Donc je pense qu'on avait largement de quoi aller chercher un peu plus haut. Hein. Bon, maintenant, on ne l'a pas fait. Est-ce que ça veut dire qu'on doit y aller ou pas y aller? Bah, on va reprendre la vidéo que j'avais faite
il y a 2 semaines à peu près. Il y a de la contrepartie dans ces zones de rechargement, et évidemment. On n'y est pas atteint ce premier arrêt. Dès lors, il y a encore des acheteurs qui attendent patiemment les 51 000, 52 000 $. Je pense très franchement qu'on va y aller, tout simplement, puisqu'on est bien dans ces schémas de wake-off. Et pour moi, ici, c'est un saut et non pas un spring. Et ici, il y aura tout simplement un UT, voire un UTAD, pour aller chercher en fait un spring, pour aller chercher un LEPSI et une expansion. Ok, donc on allait bien aller chercher les 52, 51 000 $, 50 000 $, pourquoi pas un petit peu plus bas. On a l'objectif des 42 000 $ qui s'est activé par rapport à la pattern de M-Top, notamment en hebdomadaire qu'on a constaté. Mais on pourrait aller chercher dès lors les 73 000 $ et à ce moment-là précis. Est-ce que pour vous c'est ultra bull ou est-ce que pour vous c'est encore un énième piège? Eh bien je vais aujourd'hui avec vous répondre à cette question. J'ai observé quelque chose du côté des stablecoins au niveau de la dominance. Je vais partir sur Bitcoin, USD, je vais le prendre sur Binance. Non, pas sur Binance parce que je n'ai pas suffisamment d'historique. Je vais aller le multiplier parce que ça c'est toujours bon pour avoir une charte neuve. Biberrand divisé par 15, je vais tout effacer. On va passer en hebdomadaire et je vais y ajouter la capitalisation des stablecoins et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors j'ai pris de façon arbitraire l'USDT, D au niveau de la dominance des stablecoins l'ensemble du marché crypto et non pas l'agglomération de l'ensemble des stablecoins. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suffisamment d'historique. Ça commence en fait en 2019. C'est très similaire si vous le regardez comme suit. Vous allez le regarder, je vais le double-clic. Vous voyez que c'est très très similaire au niveau des stablecoins. Donc l'USDT draine, sauf avec le truc des BUSD qui se sont complètement allumés après derrière, ça draine quand même pas mal. Ça c'est clairement la chute du BUSD par rapport à l'USDT. Donc je vais l'enlever, celui-là, et je vais garder en fait l'USDT parce que c'est aujourd'hui le number one. Et de très loin en fait c'est le number one. Ok. Et vous allez observer quelque chose de complètement logique. On le regarde souvent. Donc ceux qui nous rejoignent, je vous souhaite la bienvenue, mais vous allez voir, vous allez comprendre très simplement. Vous comprenez bien qu'il y a une forme de décorrélation par rapport à des flux de capitaux au sein des stablecoins du marché des crypto-monnaies. En somme, si les flux et la dominance des USDT baissent, c'est qu'ils vont bien quelque part. Soit ils sortent des exchanges, on les vend, on les passe en euros, en fiat et on les sort, soit ils passent dans les cryptos, Bitcoin, Ethereum et tout le reste du marché crypto. Et on le voit très bien. Ici par exemple, ça baisse, ici on voit que ça monte. Ici, on voit que ça monte, ici, on voit que ça baisse. Ici, on voit que ça monte, ici, on voit que ça baisse, ici, on voit que ça monte, ici, on voit que ça baisse, ici, on voit que ça baisse, ici, on voit que ça monte, ici, on voit que ça baisse. Ici, on voit que ça explose et ça baisse très fort. Et vous avez compris qu'à chaque fois, vous avez en fait cette forme de décorrélation. Ici, ça baisse, ici, ça monte. Donc ici, ça monte, et bien ici, ça baisse, et ici, ça monte, ici, ça baisse. Vous avez compris un petit peu l'idée. Mais il y a un moment donné où par rapport à cette représentation, donc dit en points ou pourcentage, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Si vous prenez juste là, par rapport à cette zone ici, et vis-à-vis de cette zone ici, vous voyez qu'en fait, il y a une augmentation au niveau de mon truc vert. Donc, il y a la dominance qui a pris en dominance par rapport au reste du marché crypto. Or, si vous prenez Bitcoin par rapport à une valorisation de 8 000 $, par rapport ici aux 12 000 $, donc une augmentation de près de 70%, ça a également augmenté. Alors oui, il y a eu la volatilité, mais moi, je prends d'un point A à un point B. D'un point A à un point B, et ça augmente. Ça augmente d'ailleurs très fort jusqu'ici. On monte fort et on augmente fort. Le truc il fait x2, x3 alors que la dominance des stablecoins fait x2, x3. Ensuite, on reprend sur une forme de décorrélation. Ici ça baisse très fort, ici ça explose, bienvenue dans le bull run. On repart en 2016. Parce que c'est sympa puisque Tether est arrivé en 2015. Donc on a de la data et on va aller la chercher cette data. Ça, je vous le dis, personne ne l'a jamais regardé et personne ne l'a jamais vu. Et je pense que ça fait partie d'un signal important de flux de capitaux. Puisqu'on a travaillé avec les académiciens aujourd'hui sur les flux de capitaux. Et l'entrée des capitaux massifs, et qu'est-ce qu'on attendait finalement en termes de signaux, peut-être un signal supplémentaire qui pourrait faire l'effet d'un billet. Bon, ici ça monte, ici ça baisse, ici ça monte, ici ça baisse, ici ça monte, ici ça baisse. Ça monte, ici ça baisse, ici ça monte, ici ça monte, ici ça quoi? Ici ça monte. Ok. Donc ici, vous avez quelque chose qui se passe. Ça monte très fort, et au niveau de ma dominance des stablecoins, ça monte très fort. Alors vous allez me dire, ouais, mais Hermès, c'est assez nouveau. Oui, c'est nouveau, mais c'est violent. Et on reproduit la même chose en 2020-2021. Ensuite, on reprend la décorrélation. Ici, ça baisse, ici, ça monte, ici, ça baisse, ici, ça explose. Vous avez compris un petit peu l'idée. On part maintenant, actuellement, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ça peut se reproduire. C'est gentil de le voir dans le passé, mais performances passées ne représentent en rien les performances futures. Et il y a peut-être quelque chose qui va se passer incessamment sous bientôt. En somme, je m'explique. Vous voyez bien que ici, ça baisse très fort. Ici, ça monte très fort. Dès lors, je vais répondre à cette question. Est-ce que c'est un fake pump ou est-ce que c'est un vrai pump? C'est pas compliqué. Si vous voyez ceci, qui d'ailleurs, si vous passez en délice, ça commence à être formidable. Vous voyez ça descendre.
dans ce range qu'on a vu ensemble. Vous vous rappelez de ce range? Il est juste ici. Hein. Je vous le remets là. Je prends du temps, mais je pense que c'est important et j'ai envie de prendre du temps aujourd'hui avec vous là-dessus. D'ailleurs, on réintègre le range, parfaite clôture. Hein. Gardez ces ranges, c'est toujours sympa. Peut-être qu'on peut aller chercher là, peut-être une expression. J'en ai pas la moindre idée. Bref, allez chercher le bas du range. Si vous allez chercher le bas du range, on peut éventuellement considérer ça toujours comme dans un range avec une déviation. Une diminution ici. Et donc jouer la réintégration et ce sera considéré comme un saut et un UTAD. D'accord? UTAD et aller chercher beaucoup plus bas pour octobre ou septembre par exemple, où on remet toutes les pendules à l'heure et qu'on rentre éventuellement dans une récession peut-être quasiment assurée, etc. En revanche, si on a en fait ceci qui commence à se corréler, je dis bien se corréler, en somme, je vais le mettre comme ça, vous avez une augmentation au niveau de la dominance, mais une augmentation au niveau du prix du Bitcoin. Comme ça, comme ça, comme ça. En somme, il se recorrèle. Ici, ça monte. Et ici, ça monte. Bravo, vous avez votre signal. Parce que ça voudra tout simplement dire qu'il y a des afflux massifs de liquidités sur ce marché, où les très gros commencent à rentrer massivement, sans pour autant reprendre une forme d'intérêt, et au niveau de la dominance des stablecoins, qui commence à augmenter très fort. Dès lors, ça s'observe. Beaucoup de stablecoins, et c'est pas fait pour les sortir si on les rentre. Hein. L'objectif, c'est de les investir dans Bitcoin et dans les autres cryptoactifs. Et donc, on aura une corrélation directe entre ce qui va se passer ici et un afflux massif de liquidités par rapport à l'afflux de nouveaux capitaux entrants. En somme, je sais pas, 50 milliards, 10 milliards, 20 milliards, 150 milliards, à vous de décider. J'en ai pas la moindre idée. Aujourd'hui, les flux sont relativement importants et je cherche cette corrélation du côté de l'USDT tout simplement. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. J'espère que vous avez eu ce signal-là. On regarde et on recherchera donc cette corrélation entre, entre Bitcoin et la dominance des stablecoins pour avoir le signal, comme il s'est systématiquement passé préalablement. Et vous aurez donc à ce moment-là très précis la confirmation qu'il y a des afflux massifs de capitaux et qu'on n'est plus, comme on l'est depuis maintenant plus de 2 ans, en train de jouer à la chasse à la liquidité entre nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans le live d'Heure du Bitcoin.